Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Simon Luc, le directeur scientifique de l'Institut d'études avancées de Paris. Et je représente donc ce soir le directeur de l'Institut, Sadi Lalou, qui ne peut pas être là puisqu'il est en train de revenir de Londres où il a enseigné toute la journée. Donc, au nom du directeur et de toute l'équipe de l'Institut, je vous souhaite la bienvenue ici dans ces beaux locaux pour cette première séance de notre cycle sur la bioéthique aux frontières de la vie. Je vais être très bref, je dirai un mot de l'IEA, puisque sans doute vous ne le connaissez pas tous. Nous sommes un institut de recherche qui accueille des chercheurs étrangers qui sont en sciences humaines et sociales pour des résidences de recherche de un semestre à une année à Paris. Une des missions que nous souhaitons nous fixer, au-delà de l'accueil de chercheurs qui est notre mission première, c'est de diffuser les résultats de la recherche en sciences humaines et sociales auprès du grand public et également, et si possible en même temps, de traiter des grands enjeux sociétaux qui nous concernent tous. Et là, cet enjeu était particulièrement pressant et brûlant et particulièrement d'actualité. Donc je suis heureux que notre timing soit, pour une fois, pour les sciences humaines et sociales, parfait. Alors vous savez que les enjeux de la bioéthique sont au cœur de l'actualité en ce moment. D'ailleurs, un communiqué de presse daté du 14 octobre dernier, je crois, signé par Nicole Belloubet, Agnès Buzyn, Frédéric Vidal et Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn, salue l'adoption en première lecture du texte à l'Assemblée nationale concernant la révision de la loi de bioéthique, notamment sur l'accès à la PMA, l'autoconservation des gamètes, le don croisé d'organes, les cellules souches, etc. Donc vous savez sans doute que malgré cette adoption, on va dire, ce sujet dont le politique s'est saisi, le politique est toujours en retard sur la science, qui avance inexorablement et doit s'adapter en permanence. Alors ces évolutions très rapides posent des questions, bien sûr, qui mettent en conflit les représentations des vivants. Quelle attitude avoir devant certaines innovations, qu'autoriser, qu'interdire, que contrôler? Et en ce sens, la bioéthique n'est pas qu'une affaire de scientifiques. Elle concerne la société tout entière. Et d'ailleurs, ce cycle de conférences est tourné autour de, non pas que la science, mais aussi d'autres problèmes de la société. C'est un enjeu pluridisciplinaire, dirons-nous, et qui est nécessaire d'ailleurs pour comprendre les enjeux de ces lois. Et les organisateurs de ce cycle, en particulier Séverine, ont par conséquent voulu associer différents aspects rencontrés lorsqu'on aborde cette question, au travers du prisme, par exemple, de la sociologie, de la philosophie, des neurosciences, de la médecine, du droit ou encore des sciences politiques, en espérant, en tout cas, que ces regards croisés sur des questions contemporaines seront féconds. Et je ne vais pas être plus long, et je vais passer tout de suite la parole à Séverine, qui va vous en dire un petit peu plus sur ce cycle. Voilà. Donc, en fait, Jean-Michel Verdier vous a expliqué, l'idée était de construire un cycle de conférences pluridisciplinaires. Donc, vous entendrez tout au long de l'année une juriste, une philosophe, des scientifiques, bien sûr, et des sociologues qui traiteront des enjeux autour de la naissance, la vie, la mort, et la question du don également. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir notre premier intervenant qui va donc ouvrir ce cycle. J'accueille François Jouan, donc, qui est également directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est titulaire de la chaire psychobiologie du développement. Il est également doyen de la section des sciences de la vie et de la terre. Donc, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation, pour l'introduction et ce qu'a présenté Jean-Michel. Alors l'idée, j'ai décidé de faire une présentation en 4 temps. D'abord, vous parler un petit peu de la cognition naturelle, des petits travaux qu'on a pu faire, nous, dans le domaine du développement de la cognition. Ensuite, faire un rappel assez rapide des grandes avancées qu'on a eues depuis à peu près 70 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour passer après sur quelque chose dont on parle moins en général, mais qui est tout aussi important, qui est la vie artificielle.
Et on verra comment on glisse en fait de l'intelligence naturelle à l'intelligence artificielle, à la vie artificielle, et que ça va poser, ce sera la dernière partie de mon intervention, ça pose des problèmes effectivement qui sont de l'ordre de la bioéthique, sur lesquels je donnerai quelques exemples. Alors la cognition naturelle, j'ai repris tout simplement ici une définition que vous pouvez trouver sur Wikipédia, qui montre bien le problème qu'on a, c'est que c'est très difficile de définir opérationnellement ce que c'est que la cognition. On va y mettre l'intelligence, la mémoire, le langage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la prise de décision, l'apprentissage, la perception, l'attention, etc. On retrouvera ces termes tout à l'heure, c'est pas par hasard. En fait, c'est une définition que moi je considère comme incomplète pour plusieurs raisons. D'abord, on a une idée qui est derrière, qu'on retrouve souvent dans les manuels de psychologie cognitive ou des manuels de psychologie, d'une sorte de séparation entre le corps et l'esprit. On aurait d'un côté la biologie, donc la tuyauterie, la mécanique, et puis de l'autre côté l'esprit, qui est évidemment quelque chose digne d'intérêt. Le deuxième point qui est embêtant dans les définitions classiques, c'est qu'on a un système de hiérarchisation avec l'idée qu'on a des processus élémentaires qui sont du très bas niveau, comme la perception, la motricité ou les émotions, et que ces processus ne sont pas très intéressants à étudier entre eux, puisque ce qui va faire l'intérêt de l'étude de la cognition, c'est de travailler sur les processus de traitement de l'information, ce qu'on appelle les processus de haut niveau, qui seront des processus dignes d'intérêt. Alors ça, quand on fait ça, on oublie une chose, moi là je parle évidemment pas en tant que psychologue, mais en tant que biologiste, c'est que dans les fonctions exécutives que vous allez mettre en œuvre pour accomplir quelque chose, on associe toujours des fonctions de bas niveau et de haut niveau. C'est ce que je donne comme peu d'exemple sur la diapo que vous avez sur le côté droit. C'est des manips assez anciennes, mais que je trouve intéressantes, parce que ça montre que même si vous n'êtes pas un spécialiste de physique et connaissant toutes les règles qui régissent le déplacement de corps dans le vide, quand on va s'amuser à vous faire attraper des balles qui vont des vitesses variables, des hauteurs variables, ben votre système moteur, sensorimoteur, il anticipe en fait l'impact en fonction de la hauteur de la balle, par exemple. Donc on a une association sensorimotrice pour une résolution qui est extrêmement importante, parce que vous en servez tous les jours quand vous êtes dans la vie réelle. Alors ce que je vais vous proposer, c'est une définition très minimaliste qui m'intéresse parce qu'on peut l'appliquer à différents types de cognition. Ça, c'est quelque chose on a élaboré avec des collègues à travers les études du développement dont je vais reparler tout à l'heure, et qui est intéressante parce qu'elle peut s'appliquer très très tôt justement dans le développement. Donc la cognition, c'est rien d'autre que la capacité qu'a un système vivant, évidemment, à intégrer à son fonctionnement les effets de l'environnement qui sont donnés en réponse à sa propre activité. Donc c'est vraiment extrêmement minimaliste, mais vous allez voir, et elle présente plusieurs intérêts. Donc c'est quelque chose évidemment qui est très centré sur les interactions entre un système vivant ou un système artificiel et l'environnement. Je reviendrai aussi tout à l'heure sur la notion d'environnement, qui est évidemment une approche sensorimotrice, puisque nous sommes des êtres sensorimoteurs. On a toujours tendance à considérer que le sensorimoteur, ça concerne que les bébés, mais non, on est sensorimoteur toute sa vie, et grâce à Dieu, c'est bien comme ça, sinon on serait bien embêté pour s'adapter à différentes choses. Et puis, en relisant, pour préparer cette conférence, ça m'a renvoyé à des textes un petit peu anciens. J'ai pris ce texte de Rodney Brooks, qui était chercheur au MIT dans les années 80, et qui avait publié ce petit texte en disant « Si on arrive à construire une machine qui ne sait rien a priori de son environnement, mais qui est dotée d'une boucle sensorimotrice efficace, elle expérimentera et testera sa boucle de réaction-action jusqu'à la rendre tellement robuste qu'après de multiples générations, elle se débrouillera dans n'importe quel environnement. » Donc vous voyez tout de suite qu'entre la définition que je donne, moi, en tant que biologiste du développement, et une définition qui est à l'origine de la robotique au MIT dans les années 80, il y a une proximité qui est très intéressante et en tous les cas qui est pour moi très opérationnelle. Alors, ça c'est un petit clin d'œil que je fais souvent sur les aspects incarnés de la cognition. Je ne peux jamais résister au plaisir de montrer cette statue de Rodin que vous connaissez tous, elle est parisienne, bien sûr, et puis une poterie qui a 3800 ans et qui a été découverte en Israël, et on retrouve en fait une similitude de représentation de l'homme pensant qui est quand même assez intéressante.
Alors, je vous donnerai 2-3 exemples de ce que j'appelle la cognition incarnée. J'ai pris le langage exprès parce que c'est une des fonctions qu'on considère être une des fonctions supérieures de la cognition. Le langage, avant toute chose, c'est d'abord une incarnation biologique. Il vous faut un système auditif pour entendre, mais une fois que avant de parler, il faut effectivement entendre, et il vous faut un cerveau qui va traiter en fait les informations sonores, qui sont les informations physiques qui viennent de votre environnement, et qui vont diffuser ça vers différentes aires dont on reparlera tout à l'heure. Et puis une chose très importante, c'est que pour avoir un langage articulé comme celui que nous utilisons nous, il faut une condition physique qui est un larynx en position basse. Voilà. Ce que ne possèdent pas nos cousins les plus proches, et ce que ne possède pas le bébé jusqu'à l'âge de 9 mois. Ce qui explique pourquoi les bébés ne peuvent pas parler dès la naissance, même si on a des compétences linguistiques qui se sont développées très, très, très tôt. Un autre exemple que je donne aussi souvent, c'est le superbe système qu'on a dans l'oreille interne, qui est un système qui permet de détecter en fait les accélérations et les changements d'accélération dans les trois plans de l'espace, en X, Y, Z. Alors on l'a un petit peu modifié, nous les humains. Normalement, on devrait avoir la tête un peu comme ça pour maximiser les accélérations horizontales. Nous, on a un regard qui est... Par le regard, on relève la tête. Mais si vous regardez les gorilles et les chimpanzés, vous verrez qu'ils seront en position maximale. Alors moi, ce système m'intéresse parce qu'on a une incarnation biologique qui nous permet de détecter en fait les forces d'accélération, la pesanteur, etc. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a créé une géométrie euclidienne parce qu'on a un système comme ça, ou est-ce qu'on a une géométrie euclidienne qui préexiste? C'est un peu les positions qu'avait quelqu'un du Collège de France, Alain Conès. Ça avait eu un très beau débat il y a à peu près une trentaine d'années entre lui et Berthoz sur ce type d'approche. L'autre exemple aussi, c'était fourni par des collègues qui sont des chirurgiens de la main et qui montrent comment les briques qu'on a utilisées pour construire les habitations en Mésopotamie sont construites en fait sur l'organisation motrice de votre main, hein. La hauteur, la largeur, la profondeur. C'est intéressant, ça montre bien qu'effectivement on se servit en fait de notre équipement biologique pour construire des représentations du monde et construire une géométrie. Pour rappel, le système métrique qu'on met en place au moment de la Révolution française, il n'a pas d'autre fonction que de mettre un système commun, parce qu'entre les mesures en pouces et en pieds, entre le nord et le sud de la France, ce n'étaient pas les mêmes, tout simplement. Donc, voilà un exemple. Deuxième point important sur les aspects de cognition, c'est que la cognition naturelle est située. Ça, vous avez reconnu, c'est Thomas Pesquet, hein, pour évidemment faire plaisir à nos collègues. Alors là, l'idée, c'est que la cognition, elle va s'exercer dans un environnement, mais qu'il est nécessaire qu'on fasse une différence entre environnement et milieu. Ça, j'ai pris ces idées-là chez un de nos collègues de l'EHESS qui s'appelle Augustin Berg, qui est le spécialiste de la mésologie, qui est la science, en fait, des milieux. Donc là, c'est de dire, on a un environnement qui existe, hein, qui est défini par des constantes physiques. On parlait tout à l'heure de l'accélération, on pourrait parler de la vitesse de la lumière. Et puis, on a le milieu, c'est la façon dont un organisme va s'approprier cet environnement pour en faire quelque chose. Hein. Ce que va faire le bébé humain quand il va naître, ce que font les animaux. Et vous voyez bien qu'en fonction des équipements biologiques qu'on a, je vous ai mis la vue de fleurs vue par des chats et vue par des humains, eh bien nous n'avons pas le même milieu. On a le même environnement, mais on n'a pas le même milieu. Alors ça, c'est important, c'est lié au fait que notre cognition, elle est aussi épigénétique. Alors je vais revenir un petit peu là-dessus, en présentant très rapidement sur ce que vous avez sur la partie gauche de la diapositive, la position classique qu'on avait en biologie sur la relation entre ADN, ARN et protéines, c'est-à-dire une relation univoque. On part de l'ADN, on a un ARN messager qui va permettre de construire les protéines, et ça, c'était conçu comme étant quelque chose entièrement contrôlé par les gènes. Depuis une trentaine d'années, il y a énormément de travaux qui se sont beaucoup intéressés à l'effet précoce de l'environnement sur l'expression du gène.
Daniel, qui est au fond de la salle, qui est dans l'équipe d'Andra Spaldi, connaît bien les sujets. Et de plus en plus, on sait que la construction d'un cerveau, c'est quelque chose qui va obéir à deux facteurs. Des facteurs génétiques qui vont être nécessaires pour la construction de la neuroanatomie, d'une certaine façon, et des facteurs épigénétiques qui vont modifier, en fait, l'expression séquentielle des gènes. Et ça, le point le plus intéressant, c'est que ça s'exerce de façon extrêmement précoce dans le développement. Et je pense aux travaux de Vincent Fleury qui montrent comment, pratiquement dès les premières phases suivant la conception, le futur embryon est soumis à des forces de pression qui vont modeler en fait la crête neurale, par exemple, hein, dans des choses, donc même des choses qu'on considérait vraiment très biologiquement déterminées sont des interactions entre la biologie et l'environnement. Alors si on regarde pour le cerveau, puisque moi c'est quand même le cerveau qui m'intéresse de façon générale, on sait maintenant qu'on a deux process au cours du développement qui vont apparaître plus ou moins successivement, pas toujours, mais il y a des interactions entre les deux. Il y a une première phase de réaction biochimique dans notre organisme qui va permettre ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire l'ensemble des processus cellulaires, hein, on parle de migration cellulaire, multiplication, différenciation, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, l'apoptose aussi, la mort cellulaire, etc., qui va mettre en place notre neuroanatomie. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement dépendant d'expérience. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, au cours du développement, des messages d'induction cellulaire entre des groupes de cellules, eh bien, les structures ne vont pas se construire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, ce processus qui est à la fois contrôlé par des facteurs génétiques et épigénétiques, ça va permettre la construction de notre cerveau, c'est-à-dire 100 milliards de neurones avec 10 puissance 3, 10 puissance 6 connexions entre les neurones. C'est juste pour avoir une grandeur d'idée de la complexité. L'autre point intéressant de la neurogénèse, c'est quelque chose qui est partagé, qui est commun à tous les membres d'une espèce donnée. Ce ne sera évidemment pas la même pour les poules que pour nous, mais les poules partageront une neurogénèse. Et puis il y a un deuxième mécanisme qui est un mécanisme de connexion synaptique, ce qu'on appelle la synaptogénèse, qui lui est un processus ou une phase qui est en attente d'expérience. C'est-à-dire que quand vous naissez, je vais évidemment vous parler pas mal de bébés, vous avez une sorte le résultat de l'histoire épigénétique depuis la conception, c'est une neuroanatomie qui est très peu différenciée, qui est très redondant et qui est extrêmement variable. Ça a été démontré. Et vous allez avoir à ce moment-là un système qui va attendre que l'environnement, que le milieu lui offre une expérience pour se construire. Ça, c'est intéressant. Elle est uniforme au niveau de l'ensemble du cortex. C'est des travaux qui étaient faits par Jean-Pierre Bourgeois, aussi au collège, en microscopie chez le singe. Et ce processus-là, qui m'intéresse beaucoup, c'est un processus qui devient spécifique à chaque individu d'une espèce donnée. Donc vous voyez, quelque chose qui est commun à toute l'espèce et quelque chose qui est spécifique à l'individu. Ça va vous donner un peu les idées de la complexité après pour accéder à la cognition. Je donnerai juste un exemple qui est un exemple assez bien connu, mais que je trouve très très bien. C'est le problème, on retourne sur le langage dont on parlait tout à l'heure. Hein. Je disais, il y a des conditions anatomiques pour qu'on puisse pouvoir maîtriser le langage. C'est quelque chose qui se met en place durant l'embryogénèse. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que les bébés, les fœtus, sont sensibles au son de parole, à la musique, etc. Hein. Et ça, c'est une activité qui vient du milieu, qui va maintenir en fait une activité dans les réseaux synaptiques qui vont être utilisés après la naissance. Quand vous êtes né, tous présents dans la salle, moi aussi, vous étiez sensibles au son de toutes les langues. Ça a été démontré expérimentalement. Évidemment, le système vivant ne sait pas que vous allez naître à Paris ou à Pékin. Et donc, vous avez un système qui est ouvert, en fait, et qui vous permet de répondre au son de toutes les langues. Pour tous les nourrissons humains, ça c'est aussi l'effet de la neurogénèse, ce sont les mêmes circuits neuronaux qui sont impliqués dans le traitement de la parole.
Mais ça, c'est quelque chose qui disparaît très rapidement. C'est-à-dire qu'en un mois, vous devenez sensible au son de votre propre langue maternelle. C'est extrêmement rapide. C'est un système d'élagage, en fait, au niveau des connexions synaptiques, qui va stabiliser certains réseaux neurones qui vont être spécifiques à la langue française, à la langue chinoise. Bien, si vous avez la chance d'avoir des parents de nationalités différentes, de langues différentes, eh bien, vous aurez deux circuits, en fait, qui vont se maintenir. Et dès 3 mois, donc c'est extrêmement rapide, comme on voit sur cette image en IRM fonctionnel, c'est de très beaux travaux de Madame de Haine, donc la femme de Stanislas de Haine, qui est aussi au collège maintenant, et de Lucie Hertzpanier, qui montrent que dès 3 mois, vous avez déjà une latéralisation dans la partie gauche du cerveau, qui est exactement de la même nature que celle que vous avez chez l'adulte. Donc ça, c'est pour vous montrer, voilà comment ça va très très rapidement au cours du développement. Et tout ça, ça amène à ça. Voilà, ça amène ce genre de choses, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable de reconnaître que vous avez ici des cerveaux humains, ce n'est pas des cerveaux de macaques ou des cerveaux de poules. On reconnaît qu'on a une forme globale du cerveau qui est identique, ça c'est le mécanisme neurogénétique dont je parlais tout à l'heure, mais si on regarde les différences qu'on a dans les scissures, les séparations entre les parties du cerveau, eh bien on a autant de différences que d'individus. Et sur la partie droite de l'image, c'est une très jolie manip d'IRM fonctionnel que j'aime bien. On a demandé à des gens lambda, de faire une tâche très simple. On peut tous la faire, compter dans sa tête de 1 à 10 et de 10 à 1, mentalement. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Je n'ai pas mis de capteur, mais vous pouvez le faire. Et ce que vous voyez sur la partie, quand on demande ça à 8 sujets, on a 8 IRM différentes. C'est-à-dire qu'on a encore un effet qui est lié aux aspects épigénétiques qui fait qu'on ne va pas traiter les choses de la même façon. Donc ça c'est pour montrer que même si on prend une définition très simpliste de la cognition dont je parlais tout à l'heure, on est confronté à une complexité extrêmement importante à ce niveau-là. Alors maintenant, on va passer c'est un rappel rapide, je pourrais évidemment répondre à toutes les questions après, s'il y a des questions sur ces points-là. On va passer à la cognition artificielle. Donc j'ai sous-titré ça in natura veritas. C'est un clin d'œil aussi à mes collègues de l'EPHE, des sections des sciences humaines et sociales. Parce qu'il y a quelques biologistes qui arrivent encore à parler latin. Ça existe. Et c'est parce que, en fait, si je regarde un petit peu ce qu'on fait, ce qui a été fait depuis quelques années, on s'est beaucoup inspiré en fait de la nature pour construire à la fois des systèmes techniques. Donc vous connaissez le velcro, vous avez tous expérimenté le velcro, ça c'est tiré de la bardane. Les boudelles qu'on a sur nos avions qui sont directement inspirés des rapaces, ou encore le bulbe des navires modernes qui sont inspirés en fait de la forme des dauphins. Donc on a toujours été allé chercher des idées dans la nature, et c'est la même chose dans la cognition artificielle. Là, je donne deux exemples. Un algorithme, je crois qu'il y a quelques informaticiens qui sont dans la salle, qui sont venus, qui doivent bien connaître, qui est l'algorithme du moindre chemin, qui a donc grosso modo comment on se déplace dans un espace en fonction des difficultés pour être le plus rapide pour aller d'un point A à un point B. Et bien ça a été recréé de façon artificielle à partir du déplacement des fourmis. On a une collègue à l'EPHE qui est une spécialiste de la fourmi, qui pourrait vous parler de ça. Ou ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, c'est-à-dire on part vraiment de cette idée que on va essayer de reproduire la logique du vivant avec des mots binaires qui correspondent à nos bases en fait, d'acides aminés. Et puis on va lancer un processus de sélection naturelle très darwinien en fait, dans les choses, qui va permettre en fait de faire de l'optimisation de calcul sans qu'on ait en fait de modèle mathématique prédéfini par rapport à ça, simplement en représentant le vivant. Les autres exemples sur lesquels je m'avais m'attarder un peu plus sur les réseaux de neurones, mais ce qu'on appelle les algorithmes naturels, qui sont les algorithmes aussi très inspirés de la nature. Vous avez sur la partie en haut ce qu'on fait à partir de l'évolution des plantes, des arbres, etc., où on a aussi des systèmes, des choses. Et puis, vous connaissez tous les figures de Mandelbrot, qui est cette sorte de réplication que vous avez
de formes qui vont se répliquer et que vous trouvez dans un légume qu'aiment beaucoup les enfants, qui s'appelle, mince, j'ai un trou de mémoire, ce petit légume vert, brocoli. Voilà, merci. Bon. Et puis dans les réseaux de neurones. Alors les réseaux de neurones formels. Alors ça, on va revenir dans 2 minutes sur les réseaux de neurones formels. Je suis allé retourner aussi un petit peu dans la littérature pour retrouver un petit peu les définitions de la cognition artificielle. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que les gens qui sont à l'origine, c'est John McCarthy qui a été un des fondateurs de l'intelligence artificielle. Leur idée, c'était pas de construire des surhommes ou des choses comme ça, c'est simplement construire des machines ou des programmes qui puissent résoudre des tâches que jusqu'alors nous étions les seuls à résoudre. Hein. Donc le cadrage était bien fait au démarrage, c'est-à-dire de faire des machines intelligentes qui puissent nous remplacer parce que nous étions les seuls à pouvoir réaliser ces choses. Et c'est des interrogations qui sont encore récentes. Hein. J'ai une citation d'un collègue de Lens qui explique bien ça en disant qu'on ne cherche pas en intelligence artificielle à redéfinir l'intelligence parce qu'il faut... mais simplement avoir des programmes intelligents. Alors, les origines de l'intelligence artificielle, je vous fais faire un petit peu d'histoire, c'est M. von Neumann, ce que tout le monde connaît de nom au moins. J'ai oublié, je n'ai pas oublié Alan Turing, mais il était un petit peu, je ne voulais pas remonter trop longtemps dans le temps, qui publie en 1948 un ouvrage assez révolutionnaire à l'époque sur la théorie générale et logique des automates. Et la question centrale de cet ouvrage, c'est est-ce qu'une machine peut se reproduire? Vous voyez déjà à peu près où je vais vous emmener tout à l'heure à la fin de cette présentation. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un système, un automate sous une forme matérielle qui soit capable de fabriquer n'importe quelle machine à partir d'une description formelle, hein, mathématique et formelle. Pour ça, il a utilisé en fait les travaux de deux autres scientifiques. Alors, je les ai cités les deux parce qu'ils sont associés, Stanislas Ulam et Nicolas Metropolis. Metropolis, c'est vraiment son nom, hein, c'est pas le film de Fritz Lang, c'est vraiment son nom, parce que c'est des gens qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les algorithmes de Monte-Carlo, hein, que les informaticiens marchent bien, qui consistent à essayer d'estimer une valeur réelle à partir d'une approche probabiliste, pour faire très simple. Mais ça sert beaucoup dans l'informatique. Et ces deux scientifiques étaient aussi, sont les gens qui ont été impliqués dans le développement de la bombe H et qui travaillaient au fameux laboratoire de Palo Alto, dont on retrouvera tout à l'heure quelques descendances. Donc ces travaux, les travaux de ces physiciens en fait servent à von Neumann qui va arriver à donner une description formelle de son automate avec 29 types de cellules. Mais à l'époque, techniquement, il trouve que c'était extrêmement trop compliqué à implémenter physiquement, donc il abandonne ses recherches. Mais l'idée avait été lancée par von Neumann. Une étape importante, c'est 1970. Vous voyez, donc c'est pas très vieux, hein, tout ça, c'est une période. C'est le travail de John Conway, qui était à Princeton. C'est aussi un endroit où von Neumann a enseigné à Princeton aussi, qui utilise des automates cellulaires qui avaient été développés par Neumann pour simuler en fait les cellules vivantes. Hein, c'est ce qu'on appelle le jeu de la vie. Tous les informaticiens ont à écrire ça au moins une fois dans leur vie. Qui avec une idée très simple. Hein, vous avez une cellule, la petite cellule qui est en jaune, qui a 8 voisins autour d'elle. Et puis à chaque génération, vous faites tourner votre programme, chaque génération, la cellule est vivante ou morte selon la nature des relations avec ses voisines. Hein, donc quand on est isolé ou quand on a un seul voisin, on meurt. Si on a plus de 3 voisins, on meurt aussi parce qu'on est étouffé. Et puis si on a 3 cellules qui ont autour d'une cellule vide, donc on crée une nouvelle cellule. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inspiré, encore une fois, des aspects du vivant, qui marche assez bien. Ça marche même très bien parce qu'on peut l'utiliser. Je vais donner un petit exemple de comment ça fonctionne. Il y a quelques années, on avait eu la chance de créer un laboratoire commun avec Eurocontrol. Eurocontrol, c'est la structure qui gère tout le trafic aérien en Europe, qui est installée à Bretigny-sur-Orge. Et on avait monté un laboratoire commun pour tenter de résoudre le problème de la navigation aérienne.
Le contrôle des secteurs de navigation, c'est supervisé par un opérateur humain. C'est quelqu'un qui est avec ses petites cartes et qui doit réguler les avions qui vont rentrer, sortir, etc. Deux phénomènes qui sont un peu gênants dans cette affaire, c'est que d'une part, on a souvent des surcharges dans les secteurs liées au décalage entre ce qui a été planifié et puis les vols en cours. Et puis, quelque chose sur lequel Eurocontrol nous avait pas mal interpellé en disant, dans ces situations-là, les décisions que prennent les opérateurs sont des facteurs d'incertitude. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la bonne décision, ils vont rajouter en fait du bruit dans le système. Et la question était de se dire, est-ce qu'on peut optimiser de façon efficace un système de cette nature, qui est un système complexe. Donc on l'a fait avec des automates cellulaires. Je vous ai une représentation des automates cellulaires. C'est ce que vous avez en haut, c'est les secteurs qui sont contrôlés par l'opérateur humain. Et puis avec un modèle de percolation dont je ne parlerai pas, mais c'est un modèle de physique qu'on a utilisé derrière, on est arrivé en fait à pouvoir calculer exactement de façon dynamique, donc pour chaque opérateur, le seuil critique, ici pour cet exemple c'est 0.64, qui faisait que le système allait changer de phase. C'est-à-dire qu'on allait passer d'une phase où ça passe bien à une phase où ça se passe mal. Et ça, on est très content parce que maintenant, ils utilisent ça de façon générale dans le contrôle aérien. Donc, une belle réussite des automates cellulaires. Alors, si on regarde un petit peu ce qui a été fait en intelligence artificielle, on a deux types d'approches. C'est évidemment schématique, hein. On est forcément schématique. D'un côté, vous avez une approche qu'on appelle symbolique, l'intelligence artificielle symbolique, qui est l'idée de dire, on va créer un cerveau artificiel, on va créer quelque chose avec des systèmes à base de connaissances. Moi, je vais revenir dans 2 minutes. Et puis, de l'autre côté, les gens comme Rosenblatt, McCulloch, etc. Donc ça, c'est plutôt côté MIT, je dirais. L'autre côté, c'est plutôt côté Princeton, l'intelligence symbolique. C'est l'idée qu'on va se servir des réseaux neuronaux formels pour construire aussi un cerveau. Le point commun entre toutes ces méthodes, c'est qu'elles font appel à des méthodes mathématiques et statistiques qui sont à peu près les mêmes. Ce sont soit les chaînes cachées de Markov, soit les Monte Carlo dont je parlais tout à l'heure, ou des réseaux bayésiens qui sont une approche probabiliste aussi. Depuis à peu près 70 ans, hein, si on date le papier de Feynman 48, ça peut on est à 70 ans, l'intelligence artificielle symbolique, elle s'est focalisée sur des points qui sont la résolution de problèmes, la représentation des connaissances, la formalisation des raisonnements et des prises de décision, l'apprentissage automatique, la reconnaissance de forme. C'est exactement ce que je vous ai mis sur la première diapositive quand je vous ai parlé de cognition naturelle. Donc on est vraiment dans une tradition de sciences cognitives où on essaye de modéliser au mieux l'activité cognitive, en fait, pour le rendre dans un système artificiel. Ça a été pas mal. Hein. C'est une approche qui a duré à peu près jusque vers les années 2000. Et ça donnait des jolis résultats. Ça a permis de construire en fait des premiers systèmes experts de diagnostic, alors essentiellement dans le médical, ça déjà. Et puis les premiers joueurs électroniques. Et vous connaissez toute cette date historique où le champion du monde Kasparov se fait laminer, je dirais, par la machine IBM, Deep Blue d'IBM. En fait, Kasparov n'avait aucune chance de s'en sortir. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le Deep Blue, ils avaient mémorisé des centaines et des centaines ou des milliers de parties d'échecs qui avaient été jouées. Un très bon joueur d'échecs peut, semble-t-il, à peu près mémoriser, enfin, en même temps, avoir accès en même temps. Évidemment, il mémorise beaucoup de parties, mais au-delà de 5 parties, il ne s'y retrouve pas. Là, tout était dans la machine vive de la mémoire et de l'ordinateur, lui, allait chercher les ouvertures, les machins. Et le pauvre Kasparov s'est fait battre. Et ça a été évidemment présenté comme étant une avancée majeure dans l'intelligence symbolique. Alors, l'intelligence symbolique, c'est évidemment très bien, mais c'est un peu problématique parce que il faut que ça travaille sur des données non bruitées, c'est-à-dire il faut des choses qui soient très bien pré-traitées en fait pour que ça fonctionne. Évidemment, si je mets ça dans une mémoire d'ordinateur, s'il y a du bruit, il ne va pas s'en sortir.
Et les données réelles sur lesquelles on travaille, maintenant, c'est des données qui viennent du monde, du réel. Elles sont bruitées, elles sont imparfaites, elles sont incomplètes. Et là, l'intelligence symbolique a du mal à s'en sortir. Nous, on est capable de le faire en termes d'intelligence naturelle. On peut aller compléter des données manquantes, mais l'intelligence artificielle ne le fait pas. Donc ça, c'est l'idée. Ce problème, c'est un problème d'apprentissage. Ça a été un petit peu, en partie, ça a été abordé et en partie résolu par ce que j'ai présenté tout à l'heure sur le connexionnisme. L'idée est simple. Le connexionnisme, c'est dire, on va prendre le cerveau comme exemple. Alors, on a beaucoup utilisé le cortex visuel pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir. Et puis, on va tenter de reproduire en fait les capacités, les facultés. Ah, il y a une faute sur mon transparent, zut, en stimulant numériquement les réseaux de neurones formels. Alors, ça, c'est basé sur cette... Alors, vous avez ici une représentation classique des réseaux de neurones, simplifié. L'idée est la suivante, c'est que les neurones biologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, on a à peu près 100 milliards, avec un nombre important de connexions. Ils répondent en 0 ou 1. Alors, ils vont s'activer, ils vont être actifs ou inactifs, mais ils ne le font pas quand un signal arrive au niveau de la connexion synaptique. En fait, ils vont attendre, en fait, ils vont sommer en fait différents signaux qui arrivent des différentes neurones qui sont connectés avant d'envoyer leur propre signal vers un autre réseau de neurones ou un autre neurone en fonction d'un seuil. D'accord ? Donc ça, avait été démontré par les biologistes et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas quelque chose qui travaille en tout ou rien, on a quelque chose qui peut avoir des fonctions inhibitrices ou excitatrices quand c'est global en fonction d'un seuil. Donc les informaticiens, les électroniciens ont dit, c'est très simple, on va pouvoir construire des neurones formels qui sont en fait des unités logiques à seuil, tout simplement. Donc voilà. Et donc c'est quelque chose qui va s'activer en fonction de l'activation des autres neurones. Et puis pour améliorer l'apprentissage, on utilise un système de rétropropagation d'erreurs. C'est une méthode numérique en fait, qui va pondérer en, fait, en fonction de la reconnaissance du système. À chaque erreur de classification, on va modifier en fait, les poids des interconnexions entre les réseaux de neurones. Alors, quand je suis sympa, je vous ai même prévu de vous en montrer un. Pour que vous voyez bien. Alors, c'est un réseau de neurones très simple, c'est un truc que je vous donne à faire, on fait faire aux étudiants, sur lequel on va lui apprendre une règle logique très simple qui est le OU logique, vous connaissez, je vous l'ai mis là. Et puis, donc on va lui dire, voilà, tu vas aller... Donc il ne connaît rien, ce réseau de neurones, il ne connaît rien, il va avoir des neurones d'entrée, on va lui donner 300... Donc vous avez des neurones qui sont ici, mes neurones d'entrée, qui sont là. Ces neurones, ils vont prendre des valeurs 0 et 1 de façon aléatoire, comme un neurone réel. Et puis derrière, j'ai des neurones cachés qui vont calculer en fait les poids pour donner après la sortie sur le neurone de sortie. Là. Donc ce que doit apprendre mon réseau de neurones, c'est qu'il doit me ressortir au 0, 1, 1, 1 en fonction des valeurs aléatoires. Donc on va lui donner une fonction sigmoïde pour l'activation parce qu'elle marche pas mal, et puis on va lui demander d'apprendre, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Si, ça marche. Donc voilà, voyez, mon réseau est en train d'apprendre, on voit le calcul qui se fait, et puis là, le réseau a appris. Effectivement, si je regarde ce qu'il me donne en réponse, c'est bien ce que j'attendais, alors que je ne lui ai pas dit, évidemment. Je vais le faire tourner une deuxième fois, c'est exprès. Vous voyez à peu près la forme qu'on a ici. Là, je vais redemander à mon réseau de neurones de faire le même apprentissage, mais je ne sais pas quelle forme ça va prendre. D'accord ? Alors, on va le lancer. Vous voyez, on n'a pas du tout la même pente. Et donc, on va aussi avoir un apprentissage, mais la façon dont le système a appris, je ne suis pas capable de savoir comment il a appris. Donc, mais ça marche bien. Alors... Après, évidemment, celui que je vous présentais, c'est un perceptron très simple avec 3 neurones cachés. C'est vraiment c'est enfantin, je dirais. Et après, on s'est dit, on pourrait peut-être faire des choses un peu plus compliquées en s'inspirant encore une fois de l'architecture de notre cortex. Notre cortex visuel, là, je vous ai fait un peu un résumé très rapide. Enfin, j'ai pris ça chez des collègues.
Si on regarde le système visuel, qui est le système qui est pas mal utilisé pour la modélisation en intelligence artificielle, on a à peu près une quarantaine d'aires distribuées de façon uniforme sur notre cerveau. Et ces aires, elles ont des spécificités fonctionnelles. C'est-à-dire certaines qui vont traiter la forme, qui vont traiter la couleur, qui vont traiter l'orientation, et pas toute l'orientation, des orientations entre 10 degrés et 15 degrés, etc., etc. Donc on a quelque chose qui va en fait décomposer de façon automatique ce qui rentre par la rétine, hein, et qui va être dispatché comme ça. Et évidemment, ces systèmes fonctionnent bien parce que si je vous présente quelque chose à voir, une peinture ou n'importe quoi, vous allez la décomposer effectivement, mais vous allez me dire c'est un Magritte, c'est un etc. Voilà, et ça sera fait de façon extrêmement rapide. Donc c'est la même idée que pour les réseaux de neurones, ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, où on va utiliser plusieurs couches, des petits réseaux comme je vous ai présenté, on les empile. Et puis, ils ont chacun une petite tâche à faire et ils vont pondérer de la même façon pour arriver à un apprentissage. Donc là, c'est un exemple classique sur la reconnaissance des visages. Alors, je vous reparlerai de la reconnaissance des visages tout à l'heure, où on va entraîner en fait le réseau à reconnaître des visages de femmes, d'hommes, etc., avec le mécanisme de rétropropagation d'erreurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est rendu possible par différentes choses. D'abord par le développement d'outils mathématiques en algorithmique qui sont plus puissants, avec des méthodes non linéaires qui sont plus intéressantes que les choses classiques linéaires. De l'évolution technologique de nos machines, ce téléphone est plus puissant que le premier supercalculateur qu'on a construit dans les années 50 aux États-Unis. Ça nous donne une idée. Et puis l'idée aussi d'aller vers des systèmes où en fait on n'ait plus besoin de faire une supervision de l'apprentissage. Hein, dans les choses classiques, on va entraîner pas avec des exemples labellisés, c'est-à-dire on va dire ça c'est un visage d'homme, c'est un visage de femme, c'est un visage d'enfant, ou c'est un chat, c'est un chien, etc. Le réseau de neurones va construire un apprentissage par rapport à ça, puis après, quand on lui présente des nouvelles choses, il doit être capable de classifier, d'identifier. L'idée actuelle maintenant, c'est de se passer de cette étape et d'avoir des systèmes qui apprennent de façon autonome comme apprend un bébé humain. Alors ça marche bien, et c'est la deuxième grande étape. Vous connaissez aussi. J'aime beaucoup cette photo parce que le pauvre Lee Sedol est vraiment décomposé. C'était un champion du monde de Go et qui vient de se faire battre aussi à plat de couture par l'intelligence de Google, l'AlphaGo, qui utilise effectivement dans cette... voilà, on est passé de système où on avait tout en mémoire. Là, en fait, AlphaGo avait appris les règles du Go en s'entraînant sur des centaines et des centaines de parties, et face à un adversaire, a utilisé son apprentissage pour le battre, ce qui est une superbe avancée aussi sur le plan technique. Alors, les résultats de ce type d'intelligence artificielle, évidemment, vous les connaissez, c'est la reconnaissance vocale, c'est la reconnaissance visuelle, le traitement automatique des langues, la traduction et l'extraction du sens, les différents systèmes experts qu'on a maintenant pour les jeux, la médecine, le droit et l'économie. Je rappelle quand même que la crise boursière qu'on a eue en 2008 est liée à une surutilisation de l'intelligence artificielle qui a entraîné des ventes massives d'actions, voilà, à tel point que les économistes sont revenus sur ce type d'approche en disant il faut peut-être qu'on remette un peu d'humain dans l'affaire. Et puis, ils partagent un point commun qui est intéressant, c'est que la performance de ces systèmes experts ou des systèmes d'intelligence artificielle va croître de façon exponentielle, je dirais, avec la taille des données qu'on leur donne à traiter. Si on part avec un petit échantillon, on aura un apprentissage qui sera pas mal. Puis si on augmente en fait la taille de l'échantillon sur lequel on travaille, on améliore la taille des données. Et c'est pour ça que j'ai mis en haut l'irrationnel d'efficacité des données. C'est 3 ingénieurs de Google qui avaient sorti ça en 2009 en disant on comprend, c'est totalement irrationnel, mais plus il y a de données, mieux ça marche, mieux le système apprend. Le problème, c'est ce que je vous ai montré avec mon petit réseau de neurones, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est entraîné, c'est une boîte noire. C'est pour ça que je fais un petit clin d'œil
au behaviorisme et à Skinner, où c'est la même chose en psychologie entre stimulus-réponse. On sait que ça va donner un résultat, mais la façon dont le résultat a été construit, on n'en a aucune idée. Ce qui est quand même un petit problème. Et puis, dernier point, je viens de l'expérimenter il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 15 jours, sur des classifications de mouvements d'objets prématurés avec des réseaux de neurones. Ils apprennent super bien pour reconnaître le mouvement. Et puis, dès que je leur présente des nouveaux mouvements, eh ben, ils sont surentraînés. Et en fait, à ce moment-là, ils se mettent à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils font de l'aléatoire. Donc, j'ai une chance sur deux. Ce qui montre bien qu'effectivement, on a un problème de dysfonctionnement, en fait, entre la représentation qu'on a de ces systèmes d'apprentissage et la réalité. En plus, ça pose quand même quelques petits problèmes. Ça, j'ai mis ça, c'est le système de reconnaissance faciale d'Amazon, qui a été vendu depuis quelques années très cher à beaucoup de services de police aux États-Unis, et qui a pour fonction de dire on va retrouver, en fait, par ce système de reconnaissance, des criminels, etc., etc. L'American Civil Liberties Union a fait une manip, c'est l'an dernier, je crois, ou ouais, c'est à peu près l'an dernier. Ils ont pris une base de données accessible de 25 000 personnes qui avaient été arrêtées, et puis ils ont fait tourner ça avec les photos des représentants du Congrès. Et vous voyez qu'il y a 28 représentants du Congrès qui sont considérés comme étant des criminels recherchés. Mais surtout, ce qui je trouve le plus terrible, ce qui montre bien aussi les déviances qu'on peut avoir, qui sont inconscientes de la part des concepteurs, lorsqu'on avait des correspondances erronées, ça concernait dans 40% des cas des personnes de couleur. Donc c'est une intelligence qui est raciste aussi, d'une certaine façon, qui est juste à l'image de notre société, enfin de la société américaine à ce niveau-là. C'est à tel point que San Francisco, j'ai lu ça il y a 2 jours, a renoncé à utiliser ce système parce que c'est un petit peu compliqué. Deuxième exemple que je vous donne sur ce que j'appelle le cuisant échec de Microsoft, ça c'est 2016. 2016, Microsoft veut lancer une intelligence communicative qui soit capable de tweeter avec vous sur différents sujets. Bien. Bon, donc l'idée est intéressante, c'était pour montrer la preuve de concept qu'on peut faire de la reconnaissance vocale, etc. Et puis au bout d'1 heure, l'intelligence artificielle a commencé à sortir des énormités comme celles que vous avez. Les féministes devraient toutes brûler en enfer. Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe actuel. Le singe actuel faisait référence évidemment à Obama, etc. Et une demi-heure après, cette intelligence taille niait l'Holocauste. Voilà. Donc, ça a été évidemment retiré extrêmement rapidement par Microsoft, qui a revu sa copie. Mais ça n'a rien d'étonnant. Encore une fois, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les systèmes vont apprendre en fonction de ce qu'on va leur donner. Évidemment, il y avait plein de petits malins sur Internet qui se sont amusés à renvoyer des informations complètement de ce type, à la fois anti-historique, anti-féministe, etc. Et puis le système, il a absorbé tout ça et génère ce type de phrases. Hein, voilà. Et puis dernier point, illustration, parce que ça c'est très à la mode en ce moment, on va faire des voitures autonomes, etc. Là c'est un papier, c'est une étude qui a été faite par, j'ai oublié, c'est l'association américaine d'automobiles qui a fait ça. Ils ont pris des voitures qui sont des voitures autonomes, enfin semi-autonomes, etc., tout équipé normalement de systèmes de détection des piétons et qui doivent s'arrêter, etc. Les 4 voitures qui étaient retenues, il n'y en a pas une qui a réussi le test. Enfin, peut-être qu'il y a peut-être une Toyota qui a dû s'en sortir pas trop mal. Et surtout, ça ne marchait pas de nuit. C'est-à-dire que ce qui est quand même le cas le plus important, de détecter un piéton de nuit. De jour encore, on peut s'en sortir, mais de nuit, si on ne le détecte pas. Et surtout, ce qui est très important dans le papier qui est sorti par cette association, c'est qu'ils ont mis en évidence un phénomène qu'on connaissait déjà chez les pilotes de ligne, confère ce qui s'est passé avec les Boeing de cette année, avec les 2 crashs qu'on a eu cette année qui font que les Boeing 747 sont bloqués au sol.
on devient extrêmement dépendant de la technologie et on perd en fait on perd, comment dire, on adopte des comportements laxistes. Alors dans l'automobile, on le voit très bien avec les voitures Telsa dont vous entendez parler, où on a des films extraordinaires de gens qui dorment dans leur voiture. La voiture, elle est toute seule sur l'autoroute et le pilote dort alors qu'il devrait au moins être réveillé. Et puis, pour les pilotes de ligne, ça a été démontré. On a des collègues, on travaille beaucoup avec Airbus et il y a eu des expériments qui ont été faits qui montrent qu'effectivement, les gens vont avoir une croyance quasi certaine en l'instrument, même si les signaux qui viennent de l'extérieur, je suis en train de leur dire, ton avion décroche, on peut faire ça en simulateur de vol. Hein, voilà, donc, et dernier exemple sur cette chose-là, c'est un petit papier que j'avais lu il y a 2-3 ans, que j'avais trouvé très intéressant. Vous avez tous des voitures avec des GPS. Maintenant, vous avez un GPS sur votre téléphone. Ça a une fonction très intéressante, ça favorise la paix du ménage pendant les voyages. Ça évite de dire « mais je t'avais dit que c'était à droite !» Voilà. Mais, donc ça, c'est bien. Ça calme, ça évite les stress. Mais c'est une équipe anglaise qui a fait ça, qui a montré que lorsqu'ils ont fait ça en IRM fonctionnel, en fait, lorsqu'on utilise un GPS, on désactive son système hippocampique. Jean-Michel, tu connais bien l'hippocampe, c'est un des systèmes de notre cerveau qui est impliqué en fait dans la mémoire spatiale. Donc en externalisant nos connaissances sur des dispositifs techniques, on réduit un peu nos capacités intellectuelles et l'utilisation qu'on en fait. Alors, on va un petit peu, oui, on avance vers la vie artificielle. Un domaine en plein essor, c'est ce que j'ai résumé rapidement sur ces 2 diapositives, ce qu'on appelle la bionique et les recherches neuromorphiques. Là, c'est l'idée qu'on va pouvoir marier la biologie et la technologie, qu'on va mettre des neurones et des circuits intégrés ensemble, hein, et vous allez voir combien déjà là, avec une idée que je trouve évidemment très louable, c'est de dire on va créer des prothèses neuronales pour traiter des troubles ou des défaillances neurologiques ou sensorielles. Tous les grands établissements sont là-dessus. J'ai mis le CNRS, l'INSERM, le PFL de Lausanne parce qu'ils sont très, très bons là-dedans, Max Planck, l'Université de Pise, enfin, etc. Donc ça, c'est l'idée. On couple, hein, on marie le vivant et le technique pour faire des choses. Ça marche bien. Ça aussi, c'est une première. C'est des gens qu'on connaît bien, d'une équipe du CEA de Grenoble, sur un jeune homme qui a eu un accident, qui avait une section de la moelle épinière, donc qui était tétraplégique, hein, qui ne peut pas servir d'aucun de ses membres. Et là, on implante directement des électrodes dans le cerveau, ça veut dire une intervention chirurgicale, qui capte les signaux envoyé par le cerveau, dit je veux me lever ou je veux attraper quelque chose, et ça va transformer ça en signal moteur. Et donc ça lui permet, ça vient de sortir, ça lui permet effectivement de remarcher, mais il y a encore pas mal de boulot, même d'après les Chiré et Benabid, qui est connu pour ce type de choses, qui dit bon, c'est le début, mais on n'y est pas encore, mais on est rentré dans cette ère-là, donc ça c'est important. Alors nous on fait des choses à peu près similaires, mais beaucoup plus modeste. J'implante pas d'électrodes dans le cerveau, mais on développe à l'hôpital de Garches, avec une plateforme qu'on a créée cette année entre le PHE, l'Université de Saint-Quentin et puis l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On développe des systèmes qui permettent à des tétraplégiques de se déplacer simplement avec l'œil. Je regarde, il regarde, et puis le système vous emmène directement. Voilà. Donc et puis des signaux aussi qu'on met pas d'électrodes. Ça, c'est pour maintenant, c'est pour demain. C'est les travaux qui sortent sur les neuroprothèses. Il y a des gros programmes européens là-dessus. Alors, j'ai mis l'école de Santa Ana à Pise parce que c'est un des moteurs. C'est eux qui ont travaillé sur les premières prothèses manuelles. Et puis là, il y a un papier qui vient de sortir sur la récupération des sensations chez les amputés. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait ? On met des capteurs qui sont des capteurs mécanique, hein, ou dans la main ou sur la partie, la prothèse que vous avez là, pour un amputé de la jambe. Et puis les signaux, on les reconnecte en fait sur les fibres nerveuses et on reconstruit en fait les systèmes reconstruisent en fait
les sensations qu'on avait. Donc ça, c'est génial, parce que ça permet effectivement de rendre... Ça fait disparaître la sensation du monde fantôme, ça permet de réafféranter, en fait, tout le système sensorimoteur. C'est assez grandiose. Et ça, dès demain, ce sera opérationnel. Et puis, ça aussi, c'est un travail récent qui vient de sortir, où là, c'est l'université de Manchester qui vient de créer un super ordinateur qui simule en fait 70 000 neurones en temps réel, avec l'idée que ça, on peut l'introduire demain pour faire des robots intelligents. Alors, 70 000 neurones simulés comme ça ne représente qu'un millimètre carré du cerveau humain. Donc, on est encore loin d'être à la complexité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces recherches sont lancées maintenant et on est rentré dans ces choses. On va marier en fait l'artificiel et le naturel. Ce qui m'amène évidemment à la troisième partie sur l'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est un domaine qui est moins connu que l'intelligence artificielle, mais c'est aussi protéiforme. Et l'idée qui est derrière, ce qui est clairement écrite par les gens qui ont travaillé dans le domaine, c'est reproduire les formes de la vie, des plus simples aux plus complexes, du virus à l'humain en passant par l'animal. Alors je donne ça parce que ça va évoquer d'autres choses tout à l'heure. Pour faire de la vie artificielle, il y a quelques conditions. Il faut être autonome, il faut être en interaction d'environnement, ça, vous avez vu que ce n'est pas trop compliqué. Ça doit permettre l'émergence de propriétés nouvelles, ça on sait le faire aussi mathématiquement, et ça doit être capable de se répliquer. Ça, c'est le petit problème. Alors, à part les virus informatiques qui sont capables de se répliquer, qui vont aller d'un ordinateur à l'autre, qui ont des vecteurs, c'est la seule forme de vie artificielle qui obéisse à ces quatre conditions. Mais là aussi, les années 80, donc là, Los Alamos, on retrouve le laboratoire dont je parlais, où il y avait eu les travaux sur la bombe H. C'est les travaux de Langdon qui lui dit notre boulot, nous, c'est pas d'écrire la vie telle qu'on la connaît, mais telle qu'elle devrait être, qu'elle pourrait être. Donc on va trouver ici les origines en fait de ce dont je vais vous parler tout à l'heure sur les aspects de transhumanisme, etc. On le retrouve très tôt, à partir d'un écrit théorique de Langdon. Ça va booster la robotique. Donc ça, c'est les descendants de Gengis, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est Hector, ça c'est en Allemagne, le PFL. Donc ce sont des robots qui sont totalement inspirés du vivant et qui ont des propriétés de vie artificielle. Et puis évidemment, vous connaissez surtout ces super robots de Boston Dynamics, qui sont des robots guerriers. C'est du Terminator à la puissance 10. Boston Dynamics, c'est une start-up du MIT, que vous connaissez évidemment de nom, qui était spécialisée dans les robots, qui a été racheté par Google en 2013 et qui est maintenant financé par le département américain des armées, etc., et qui développe en fait des robots qui sont des robots à vocation guerrière, pour remplacer les soldats sur les champs de bataille, etc., etc. Bien. On reviendra sur Boston Dynamics tout à l'heure parce que j'ai un petit clin d'œil à leur faire. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que si on regarde un petit peu dans les textes anciens, on se rend compte que le dieu forgeron Héphaïstos, dont vous avez parlé, c'était un sacré bricoleur. Il avait inventé les portes automatiques, il avait des trépieds mobiles, il avait des servantes en or, etc. Et puis, il avait aussi construit un automate en bronze qui s'appelle Talos, qui gardait l'île de Crète. Alors, je remercie, j'avais dit je ferai un petit clin d'œil, je remercie Youssef Darab, parce que c'est lui qui est de la cellule gestion du patrimoine chez nous, à l'EPHE, qui m'a donné le lien en fait, sur le bouquin God and Robots. Donc, je ne sais pas s'il est là, Youssef est dans le fond. Voilà. Et alors, ce Talos, il défendait l'île de Crète en balançant des gros blocs de parpaing, enfin pas du parpaing, mais des blocs de pierre sur tous les navires qui essayaient d'arriver sur l'île. Et évidemment, dans les Argonautes, Jason, qui est aidé par Médée, va trouver le moyen, enfin c'est Médée qui va trouver le moyen de rompre ça, parce qu'elle lui dit, écoute,
je te propose l'immortalité, tu es un robot en R1, moi je te propose l'immortalité, mais il faut que je fasse une petite opération. Et en fait, elle ouvre le talon du robot, elle le vide de sa substance, et ce qui permet à Adrienne Mayer, qui est une historienne, qui vient de sortir ce magnifique livre sur ce sujet, de dire que Médée était la première hackeuse au monde, et qu'elle a trouvé une porte dérobée pour pouvoir hacker Talos. Et le petit clin d'œil, c'est que le dernier robot de Boston Dynamics s'appelle Talos. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est prémonitoire de ce qui pourrait arriver à ce robot. Alors, si je remonte un petit peu dans le temps, c'est une petite digression, mais j'aime bien faire des petites digressions comme ça. Des robots, des robots vie artificielle, on en a fabriqué depuis l'Antiquité chez les Égyptiens. Beaucoup au XIVe siècle, au XVe siècle en Europe. Ça servait pour faire des animations pour les cours des rois qui aimaient avoir des systèmes qui représentaient le vivant, qui avaient des propriétés. Et ça a eu un effet. Après, vous avez évidemment, je vous l'ai mis, c'est le chevalier robot de Léonard de Vinci, hein, vous le connaissez. Et puis, vraiment, le summum des automates, c'est le XVIIIe siècle. Ça, c'est Marie-Antoinette qui est en train de jouer de l'épinette. Et au XVIIIe siècle, on a fait des robots extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive au XIVe, en fait, ça va ça va favoriser le développement des horloges. Et là, ça change, c'est un écho à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que l'apparition des horloges, ça change le rapport au temps, et ça change le rapport social, et ça crée ce que Foucault appelait l'émergence des sociétés disciplinaires. Et on retrouve des choses similaires actuellement. Et tout ça, on arrive évidemment sur le summum de la robotique. Vous avez évidemment vu cette super humanoïde qui My Name is Sophia, et qui est autonome, qui a des systèmes de communication avec l'intelligence par reconnaissance vocale, émotion, mais surtout la simulation des émotions sur sa peau artificielle. Hein. Donc, elle est capable de rougir, etc. Donc là, vous voyez comment on est passé, naturel, intelligence artificielle, vie artificielle, et quand je vous ai parlé tout à l'heure de Langdon, cette idée qu'on a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui est l'apparition du transhumanisme. Donc là, l'idée, c'est de dire on va utiliser les technologies, etc., pour modifier en fait nos caractéristiques physiques et mentales. Voilà. Et notamment pour déplacer les conditions humaines, le handicap, la souffrance, la douleur, etc. Donc on va passer de l'humain au post-humain par le transhumain en s'augmentant avec des dispositifs techniques, biologiques, etc. Un peu ce que je vais montrer tout à l'heure au niveau de ces choses-là. Un exemple qui montre, c'est intéressant, ça aussi j'ai lu ça il y a 2-3 jours, c'est les réseaux de neurones artificiels. On peut maintenant en faire des réseaux de neurones dans le biologique. C'est-à-dire qu'on mime avec sur une bactérie en fait, le fonctionnement d'un perceptron pour faire un système qui a les propriétés d'un réseau de formel, mais dans un support biologique. Un enjeu aussi extrêmement important, ça c'est des travaux qui se font actuellement, les organoïdes. Donc grosso modo, on part de cellules souches et qu'on développe in vitro, et on crée des cerveaux artificiels qui ont des propriétés qui sont proches des cerveaux humains. Et notamment la caractérisation de l'activité électrique du cerveau, c'est à peu près comme celle de ceux prématurés. Mais c'est bizarre, ça s'arrête à 9 mois. C'est étonnant. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, moi, une grossesse humaine, c'est 9 mois, non? Donc j'ai dit que je ne parlerai pas de ça parce que vous avez des conférences qui seront bien centrées là-dessus. Et je pense que les gens parleront de Jacques Testard, qui a beaucoup travaillé sur ces problèmes d'humains. Voilà. Alors des techniques, on en a. Ça, c'est vous connaissez ce qu'on appelle les ciseaux génétiques qui permettent en fait d'aller réparer des petites parties ou remplacer des parties d'ADN. C'est ce qui a été utilisé, ça a été mis en partie faite par deux chercheuses françaises qui ont développé ça, etc. Très intéressant parce que ça permet d'aller regarder un petit peu sur les troubles cognitifs, etc., qui pourraient être impliqués. Mais ça donne déjà des choses qui ont été quand même très contestées. Hein. C'est les jumelles chinoises qui ont été modifiées génétiquement en faisant virer en fait un gène impliqué dans
le sida est remplacé par un gène anti-sida, etc. Très contesté. Il y a beaucoup, je passe sur les détails parce qu'il y a beaucoup de discussions, savoir si elles vont bien vieillir, pas bien vieillir. Enfin, mais on est rentré déjà dans une manipulation du vivant qui commence à être importante. Donc là, je termine sur les 2 points. Ça, pour les gens qui ont vu ce film, vous reconnaissez l'Odyssée de l'espace. Ça, c'est une citation que j'ai prise à un collègue. Le monde numérique s'est développé si vite qu'il est encore au stade de western. Les injustices foisonnent, l'État ne comprend pas assez bien pour légiférer correctement, et les citoyens sont perdus. Donc on va donner 3 ou 4 exemples. Premier exemple, dérive potentielle. Bon, ça, vous savez que la Chine utilise beaucoup la reconnaissance faciale dont on parlait tout à l'heure pour suivre ses concitoyens. Donc à partir de décembre, il faudra être numérisé, reconnu pour avoir un téléphone. Croyez pas qu'on soit pas plus bon en France, voilà. Ça vient de sortir aussi. La CNIL était contre, mais on va être les premiers en Europe à lancer un programme d'identité numérique par reconnaissance faciale. Donc on sait évidemment tous les problèmes que ça peut poser. Je vais passer rapidement sur ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire les grands groupes qui sont derrière tout ça, qui nous soutirent pas mal de données. À chaque fois que vous remplissez un petit truc, je ne suis pas un robot, vous alimentez des systèmes d'apprentissage automatique. Parce que vous allez dire, ah bah oui, ça c'est une voiture, ça c'est pas une voiture, etc., etc. Et puis nous prenez plein de choses. Donc, je vais donner 2 exemples. Un truc que je trouve, à la fois assez désespérant en fait c'est les travaux de la société Elon Musk. Elon Musk a plein de sociétés extrêmement diversifiées et il travaille beaucoup sur l'interface cerveau-machine. Mais quand on regarde un petit peu la justification qu'il donne, etc., en disant si ça se répand, et ceux qui veulent l'avoir l'auront, et puis ceux qui ne l'auront pas, on va évidemment créer des différences entre des gens qui ont les moyens, etc. Mais surtout, la fin de sa citation est vraiment effarante en disant nous n'avons pas à nous soucier de quelques dictateurs diaboliques artificiels, parce que nous sommes une intelligence artificielle collective. Moi, j'imagine qu'une Médée renaisse de ses cendres et rentre là-dedans, ça va être mignon. Un point aussi sur les aspects de droit. Amazon, connaissez, vous utilisez peut-être Amazon. Amazon est en train de rédiger ses propres textes de loi à proposer sur la reconnaissance faciale. Je vous ai montré comment elle marchait bien, sa reconnaissance faciale. Mais ça n'empêche, il propose de soumettre ça aux législateurs fédéraux. Donc là, je trouve que c'est ce que je disais à Bitbull en disant que l'État n'est pas en mesure de légiférer. Si on laisse des sociétés financières créer des propres de lois, et en plus, quand on voit aussi la fin de la citation, c'est une technologie classique à double usage, ça laisse pantois, ça laisse un petit peu rêveur. Et puis, dernier élément, ça aussi, ça vient de sortir, c'est le gouvernement chinois qui, alors là, intègre complètement les idées du transhumanisme, mais au niveau de l'État, en disant on met un plan de financement pour 10 ans sur l'augmentation de l'humain. C'est-à-dire qu'on les idées qu'avaient les transhumanistes, que tout le monde disait, c'est des petits rigolos, bon, on les va laisser, c'est de la science-fiction, etc., c'est repris maintenant au niveau des États. Et là, ça devient très, très inquiétant, parce que si on rentre dans ce type d'approche, on va être ça va être très problématique. Et donc, pour conclure, j'ai repris à Raja Chatila, qui est un collègue que j'apprécie, qui dit très clairement, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, les recherches dans le numérique, il faut qu'on crée des comités d'éthique, à l'image de ceux qu'on a en biologie, pour éviter les dérives, et puis cadrer les travaux comme ceux dont je viens de résumer assez rapidement. Donc là, merci de votre attention. Et puis j'ai un petit clin d'œil qui est spécial. Je dis merci à un nouveau-né non génétiquement modifié, parce que Patricia Ledoux de la com qui a mis en place aussi cette cycle de conférences qui assure beaucoup de choses, vient de donner naissance à un petit Victor il y a 2 jours. Et donc je voulais lui faire un petit clin d'œil avec un bébé qui est en train d'écouter du Mozart et qui a l'air particulièrement heureux. Voilà. Ah oui, je suis là.